Donc, aujourd'hui, on va faire un cours sur l'examen neurologique. Mais avant d'entamer l'examen neurologique, on a préféré faire un bref rappel sur la neurologie en général. C'est quoi la neurologie? C'est quoi les systèmes qui gèrent ce système de neurologie? Et donc, la neurologie, c'est quoi? La neurologie, c'est la discipline médicale qui prend en charge les maladies du système nerveux. Donc, la neurologie, elle prend en charge toutes les pathologies ou bien toutes les maladies qui sont en rapport avec le système nerveux. Donc, on va voir maintenant c'est quoi le système nerveux. Le système nerveux est un système biologique qui est responsable de la coordination des actions avec l'environnement extérieur et de la communication rapide entre les différentes parties du corps. Ça, c'est d'une part. Il permet aussi de gérer les informations sensorielles, de coordonner les mouvements musculaires et réguler le fonctionnement des organes. Il permet aussi la régulation des émotions. Et donc, ce système nerveux, il est composé par plusieurs compartiments. Schématiquement, on peut schématiser ce système nerveux en trois. Bon, voilà par exemple un système nerveux plutôt central. On voit ici le cerveau avec la moelle épinière, les racines nerveuses, d'accord. Et donc, on a vu que le système nerveux donc, comporte trois compartiments. Le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux végétatif. Et le tout est entouré et globalement par le tissu nerveux. Donc, on va commencer par une définition, enfin, une connaissance du tissu nerveux. Ce tissu nerveux, il est réparti pratiquement dans tout l'organisme. Il est ubiquitaire. Il établit un réseau de communication aux connexions multiples. L'organisation anatomique peut être dans le système nerveux central, dans le cerveau et la moelle, dans le système nerveux périphérique, dans le nerf et les ganglions, mais aussi dans le système nerveux végétatif. D'un point de vue histologique, on a le tissu nerveux, on peut le répartir en deux grands chapitres. La cellule nerveuse, ou bien le neurone, d'accord, qui est composé d'un corps cellulaire et d'un prolongement qui est avec l'axone entouré de myéline, et les cellules gliales ou la névroglie, d'accord, qui a un rôle. La cellule gliale du grec, c'est glie, ça veut dire qui colle, et les cellules gliales, leur rôle ou la névroglie, c'est le rôle de la protection, le soutien, la nutrition de ces neurones. Et on peut voir les épendymocytes, les astrocytes, les oligodendrocytes et les cellules microgliales. Là, on peut voir un tissu nerveux schématisé par un neurone, les neurones, plusieurs neurones, voilà, neurones, le corps cellulaire avec les prolongements, avec l'axone entouré de myéline, d'accord. On a l'astrocyte, voilà une cellule astrocytaire dont le rôle est la nutrition, on voit elle se colle au niveau des vaisseaux sanguins. Les oligodendrocytes, voilà, les oligodendrocytes, c'est des cellules qui assurent la formation de la myéline, d'accord. Et les microglies, bien les cellules microgliales, leur rôle est plutôt la protection du tissu nerveux contre les différents facteurs extérieurs, notamment les phagocytes, bien les macrophages aussi. Et elles interviennent aussi dans un rôle immunitaire, dans le système immunitaire. Donc, en pathologie, quand les neurones dégénèrent, on a ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, d'accord? Quand les cellules gliales sont capables de se répliquer et d'une manière anormale, on a les tumeurs, ça donne des tumeurs, et des tumeurs, ça donne des glions. Donc, on a des oligodendroglions, des astrocytomes, des lymphomes. Et on a vu ça dans notre cours, on a vu de compression médulaire dans les tumeurs qui sont intramédulaires, d'accord? On a vu tout ça. Donc ça, c'est globalement pour le tissu nerveux. Donc on va voir maintenant le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Là, c'est le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est en jaune, c'est le cerveau plutôt, et la moelle épinière.
On a les différents compartiments qu'on a, le cervelet, le cerveau avec les hémisphères, le tronc cérébral avec les trois compartiments et la moelle épinière. Et tout ce qui sort, c'est le périphérique, d'accord? C'est les racines nerveuses périphériques. Donc là, c'est un cerveau, on observe les deux hémisphères. Le cerveau est généralement composé de substances blanches et de substances grises. Même au niveau de la moelle, on a une substance blanche et une substance grise. La différence entre ces couleurs, c'est plutôt la substance blanche, elle est dédiée pour la couleur de la myéline. Et la substance grise, c'est plutôt l'accumulation des corps cellulaires des neurones. Donc, le cerveau, on a plusieurs lobes. On a le lobe frontal. Le lobe frontal, il est plutôt responsable du comportement. On a le lobe occipital. Le lobe occipital, c'est plutôt responsable de la vision. Le lobe temporal, il est plutôt responsable de l'audition. Et le lobe pariétal, il est plutôt responsable de la sensibilité. Ça, c'est globalement, parce que la fonction est plutôt complexe. Le cervelet, il est plutôt responsable de la coordination et de l'équilibre. Pour la moelle épinière, on a cette ouverture nous permet de dire qu'on est dans la partie antérieure. On a les racines qui sortent antérieures et les racines qui entrent postérieures. Généralement, les faisceaux qui viennent des récepteurs sensitifs, ils cheminent le ganglion spinal et ils rentrent dans la partie postérieure. Donc, disons, la région postérieure, elle est plutôt pour la sensibilité. Et c'est effecteur. Et donc, afférent, c'est plutôt la région antérieure, d'accord? Elle est plutôt responsable de la motricité, d'accord? Et la région plutôt latérale où on a le système nerveux végétatif. On a vu l'autre fois les différentes enveloppes méningées. On a la pilaire, l'arachnoïde et l'enduromère. D'accord? Et donc, pour schématiser ce système nerveux central et périphérique d'une manière globale, on a le cerveau, le cervelet ici, le tronc cérébral et la moelle épinière. Tout ça, c'est central. Donc, au niveau central, surtout au niveau du cerveau et au niveau de la moelle épinière, on a le syndrome pyramidal, qui est plutôt le syndrome plutôt typique de la motricité volontaire, d'accord, le syndrome pyramidal, le syndrome extrapyramidal au niveau surtout des noyaux gris centraux au niveau du cerveau, le syndrome coordonal postérieur, c'est plutôt de la sensibilité profonde, le syndrome spinothalamique, c'est plutôt le syndrome de la sensibilité superficielle, thermoalgésique, et le syndrome vestibulaire central. D'accord? On a aussi l'atteinte du tronc cérébral dans ce qu'on appelle le syndrome interne. Le syndrome coordonal, c'est plutôt le syndrome spinothalamique et le syndrome vestibulaire, l'atteinte du dire, une atteinte interne, que ce soit sensitive ou bien motrice. D'accord? Et on a l'atteinte de la moelle seule, entraîne ce qu'on appelle les syndromes médulaires. Dans le chef de file, on a vu l'autre fois le syndrome de Mère. Et l'atteinte cervelée donne ce qu'on appelle le syndrome cérébral. Globalement, les différents syndromes qu'on peut avoir. Ça, c'est le système central. Donc, tout ce qui sort de là, c'est le système nerveux périphérique. On a le nerf périphérique, voilà. Ça, c'est la jonction neuromusculaire et le muscle. D'accord? L'atteinte du nerf périphérique donne ce qu'on appelle les syndromes neurogènes. L'atteinte de la jonction neuromusculaire donne ce qu'on appelle la myasthénie. Et l'atteinte du muscle donne ce qu'on appelle le syndrome myogène. Donc, dans ce cas, il est très important de différencier d'une atteinte périphérique d'une atteinte centrale parce que ça va nous permettre d'orienter nos examens complémentaires pour qu'on puisse adopter une démarche diagnostique et thérapeutique assez correcte. D'accord?
Par exemple, dans les atteintes centrales, on a recours plutôt à des examens comme un scanner cérébral, un scanner sacré, une IRM musculaire, une IRM cérébrale. Mais dans les atteintes périphériques, on a recours surtout à ce qu'on appelle l'électroneuromyogramme, l'EMG, pour l'étude du muscle, du nerf, de la jonction neuromusculaire. Et en troisième lieu, on a vu le système nerveux central, le système nerveux périphérique, et on va voir quelques tirés sur le système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif, ou bien autonome, correspond à la partie du système nerveux qui régule certaines fonctions automatiques de l'organisme. Il joue un rôle dans le maintien de l'homéostasie et est indépendant de la volonté. C'est pour ça qu'on appelle autonome. Il assure l'innervation des viscères, du cœur et de certains éléments de la peau. Il y a deux systèmes importants. Le système sympathique, ou bien orthosympathique, qui est plutôt responsable de l'alerte du corps, d'accord, et elle a plusieurs fonctions comme la dilatation de la pupille, accélération du cœur, dilatation des branches, et le système parasympathique, c'est plutôt de la relaxation plutôt, d'accord. Ce qui est important de connaître dans le système nerveux végétatif, c'est les récepteurs et les ganglions. On a le système nerveux central et l'effecteur. Dans le système nerveux sympathique et parasympathique, on a des ganglions ici qui sont répartis de chaque côté. Et donc, on a les fibres préganglionnaires qui sont ici et les fibres postganglionnaires qui sont là. D'accord? Dans la partie, dans les ganglions orthosympathiques ou bien sympathiques, les récepteurs qu'on peut voir, c'est les récepteurs cholinergiques ou bien adrénergiques. Mais quand on dit cholinergique, c'est un récepteur qui cède avec le neurotransmetteur l'acétylcholine. Et comme on sait que l'acétylcholine a deux types de récepteurs, nicotiniques et muscariniques. D'accord? Donc, dans le système nerveux orthosympathique, dans le ganglion, on a des récepteurs cholinergiques, plutôt nicotiniques, et dans l'organe effecteur, on a un récepteur adrénergique. Et dans le parasympathique, on a plutôt un récepteur aussi dans le ganglion cholinergique, nicotinique, mais dans l'organe effecteur, on a un récepteur cholinergique, mais muscarinique. D'accord? Donc, une autre chose à savoir dans le système sympathique et parasympathique, on a vu, voilà, les ganglions ici, d'accord? Les ganglions du parasympathique qui sont ici. Dans le ganglion sympathique, les fibres préganglionnaires, elles sont courtes par rapport aux fibres postganglionnaires. Et l'inverse pour le système parasympathique. Les fibres préganglionnaires, elles sont longues et postganglionnaires, elles sont courtes. D'accord? Et dans ces deux systèmes, il faut savoir leur rôle dans les différents organes. D'accord? Et leur fonction. Là, j'ai ajouté cette plaque plutôt pour savoir quelques termes employés en neurologie. Par exemple, le terme de parésie, c'est une faiblesse musculaire partielle. On dit, par exemple, et paralysie, c'est une faiblesse musculaire totale. Quand on parle paralysie, ça veut dire plégie. Quand on parle de monoplégie, c'est une faiblesse musculaire totale d'un membre. Hémiplégie, c'est une faiblesse musculaire de l'hémicorps totale. Hémiparésie, c'est une faiblesse musculaire partielle d'un hémicorps. Paraplégie ou bien paraparésie, c'est une faiblesse musculaire, que ce soit totale ou partielle, des membres inférieurs. C'est pour ça qu'il est impropre de dire paraplégie des membres inférieurs. Tétraplégie, c'est une faiblesse musculaire totale des quatre membres, ou bien partielle parésie des quatre membres. D'accord? En matière de ça, on les utilise souvent en matière d'atteinte centrale. Souvent, je dis. Et en matière de périphérique, si on parle de neuropathie, on a les mononeuropathies, c'est-à-dire atteinte d'un seul tronc musculaire, multineuropathie,
c'est l'atteinte de plusieurs troncs musculaires. J'ai dit mononeuropathie en premier, atteinte d'un tronc nerveux, d'un seul tronc nerveux, pas musculaire, d'un seul tronc nerveux. Multineuropathie, c'est atteinte de plusieurs troncs nerveux, mais d'une manière asymétrique. La polyneuropathie, c'est l'atteinte symétrique c'est l'atteinte symétrique des troncs nerveux. Par exemple, on dit une polyneuropathie en gants, c'est-à-dire l'atteinte neurogène des extrémités des membres supérieurs, ou bien en chaussettes, des extrémités des membres inférieurs. Et polyradiculoneuropathie, poly, ça veut dire symétrique, radiculo, la racine, et neuropathie, c'est-à-dire c'est une atteinte des racines et des nerfs qui sont symétriques. On utilise ça, la polyradiculoneuropathie, par exemple, dans le syndrome de Guillain-Barré, par exemple. C'est une polyradiculoneuropathie aiguë. On parle de neuropathie, pathie, ça veut dire maladie globale, parce qu'on a trouvé que différentes étiologies, surtout en matière de neuropathie, peuvent exister. Par exemple, IT, c'est plutôt, la plus importante, IT, c'est plutôt inflammatoire. D'accord? Neuropathie, névrite. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, même pour les différents systèmes qu'on a vus, ça, on donne ici, on a donné plutôt l'essentiel pour savoir où débuter les cours ou bien comprendre la globalité des choses. Le reste, c'est des données que vous devez savoir et apprendre. D'accord? Pour l'examen neurologique. L'examen neurologique, c'est un examen pratiquement comme tout le reste des examens somatiques. On a un plan à suivre dans l'examen neurologique, des choses importantes à rechercher. Donc, l'essentiel dans cet examen neurologique est de ressortir par un diagnostic topographique, c'est-à-dire le siège de la lésion, où elle se situe, en premier lieu. Pour cela, on a besoin de suivre un protocole assez établi. Donc, on a l'interrogatoire en premier, puis l'examen de l'extrémité céphalique dans un deuxième lieu, puis l'examen des membres supérieurs, l'examen des membres inférieurs, l'examen du tronc, puis l'examen de la station debout et de la marche. Donc, on commence par l'interrogatoire. Je pense que l'interrogatoire est une étape très importante dans n'importe quel examen clinique, d'accord? Et je pense que c'est la partie la plus difficile et la plus on doit se focaliser parce que ça nous renseigne de plus de 50% sur le diagnostic de la maladie. Donc, pour l'interrogatoire, pour commencer, on est obligé de rechercher l'état civil du patient, notamment le nom, prénom, l'âge, que ce soit enfant, adulte, les lieux de naissance, parce qu'il y a certaines pathologies qui se voient dans certaines régions spécifiques, la situation familiale, bien sûr, par exemple, chez la femme mariée, la prise de contraception orale, la profession. Il y a certaines professions ou métiers qui exposent à certains produits toxiques, donc peuvent révéler la maladie, d'accord, et l'adresse aussi où situe le patient. Puis on demande au patient pourquoi il est venu, la nature de cette plainte, d'accord. Est-ce que c'est un déficit, est-ce que c'est un trouble sensitif, ou bien autre chose, d'accord. Les antécédents. Les antécédents, ces étapes peuvent se voir dans n'importe quel examen. Mais dans l'examen neurologique, on recherche certaines choses qui sont assez spécifiques. Donc, dans ces antécédents familiaux, plutôt la notion de cas similaires dans la famille, donc, il y a des cas similaires dans la famille, notion de consanguinité, c'est-à-dire si les parents, si le père et la mère sont parents, sont cousins, établir la généalogie pour ça, par exemple, la généalogie qu'on a le père, la mère, en père et la mère, son parent, son cousin, la logique qu'on a le père, la mère, en et là, les différents sont plus petits. Et ce qui est en noir, c'est les personnes qui sont touchées. Et en fait, c'est notre patient. D'accord? Et non d'affection dans la famille, que ce soit médical ou même chirurgical. D'accord? Puis on passe aux antécédents personnels. Les antécédents personnels, notamment médicaux comme la tension,
l'HTA, diabète, la dysthyroïdie, d'accord, et notion d'intervention chirurgicale et quand, et les facteurs de risque qu'il faut rechercher automatiquement, comme la prise de tabac, l'alcool, contraception orale, ceux qui font partie, comme on a vu dans le cours de la liste des facteurs de risque vasculaires, d'accord. Les antécédents. L'histoire de la maladie. Je pense que l'histoire de la maladie, c'est la partie la plus importante et la plus difficile à rechercher. L'histoire de la maladie, il faut un interrogatoire policier du patient, un interrogatoire d'histoire de la maladie et non pas du malade. Il ne faut pas aussi, il faut pas aussi orienter à tort le malade pour qu'il donne de fausses informations. Il faut détailler l'histoire de la maladie par chronologie. Par exemple, le début des troubles sont remontés il y a 2 ans vers l'installation progressive ou brutale d'une faiblesse musculaire, puis 1 an après apparition d'une autre faiblesse, 3 mois après apparition, aggravation des signes. C'est ça l'histoire de la maladie. Il faut faire un ordre très minutieux pour savoir surtout la chronologie des signes cliniques qui accompagnent cette maladie. Et donc, on va commencer doucement l'examen neurologique. L'examen neurologique, on peut rester une journée faire un examen neurologique, mais là, le plus important pour vous, étudiants, à connaître, c'est plutôt connaître les différentes parties indexées de cet examen, de connaître les principaux étapes à faire pour ne pas oublier les choses les plus importantes. D'accord? Donc, on commence par l'extrémité céphalique. On a l'examen des pouls carotidiens, et c'est très important de les rechercher. L'examen des pouls carotidiens s'effectue des deux côtés. Déjà, l'examen neurologique, ce qu'on recherche surtout, c'est la comparaison entre les deux côtés. L'examen des pouls carotidiens, c'est très important aussi à rechercher en matière de suspicion d'un tableau d'AVC. Rechercher aussi à l'aide de s'il existe ou pas un souffle carotidien. Si on trouve ce genre de symptômes, on est obligé de suspecter une atteinte carotidienne et parfois même une exploration en plus, c'est-à-dire clair, un scanner transupraortique. On a aussi la mobilisation du cou. La mobilisation du cou s'effectue sur 2 niveaux. La mobilisation du cou, comme on dit, oui, d'accord, c'est-à-dire de haut en bas. Et là, on recherche ce qu'on appelle la raideur méningée, d'accord, c'est-à-dire une résistance lors de la mobilisation du cou, mais aussi de latéral, comme on dit, non, c'est-à-dire de droite à gauche. Et là, on recherche si on trouve quelque résistance ou bien une petite douleur, c'est plutôt un signe d'une arthrose cervicale. D'accord. Et parfois, dans certains aspects malformatifs, on recherche l'aspect du cou ou d'implantation basse des cheveux. Puis, on a l'étude de la conscience et de la fonction supérieure. La conscience, si le patient est comateux ou pas, avec son score, et on voit si le patient est conscient, coopérant, bien orienté dans le temps et dans l'espace. La fonction, étude des fonctions supérieures, notamment l'aphasie, d'accord, avec la mémoire des signes, au moyen auquel l'homme échange ses idées avec ses semblables. La dysphonie, c'est un problème des cordes vocales. La dysarthrie, un problème de l'articulation des mots, qui se voit surtout dans les atteintes cérébelleuses. La praxie, avec perte de la compréhension, l'usage des objets. Et l'agonosie, avec trouble de la reconnaissance des objets. Donc, l'examen des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, leur origine, c'est au niveau du tronc cérébral. On a le tronc cérébral, on est toujours dans la partie centrale, et le tronc cérébral, il est composé de 3 étages. Le bulbe rachidien, le pont ou bien la protubérance, et le mésencéphale. D'accord? Là, c'est les différents nerfs crâniens qu'on voit partout. D'accord? Et on va les détailler maintenant. Donc, l'examen des nerfs crâniens. Dans l'examen neurologique, on commence par l'examen du nerf olfactif. L'examen du nerf olfactif s'effectue narine par narine, d'accord? Narine par narine, les yeux fermés, ne peuvent pas être influencés avec des substances odorantes qui sont non irritantes. Et là, on recherche ce qu'on appelle l'anosmie, c'est l'absence d'odorat, d'accord? C'est à la mode en ce moment, d'accord, avec cette pandémie, l'anosmie. Et l'hyperosmie, c'est-à-dire une perception excessive de l'odorat. D'accord. Puis,
on fait l'examen du nerf optique et des voies visuelles, ce qu'on appelle les voies visuelles. Ah, 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 le nerf optique fait partie. Donc, pour l'examen du nerf des voies visuelles, on a l'étude de trois choses: l'acuité visuelle, le champ visuel et le fond d'œil. D'accord? L'acuité visuelle. Comment s'effectue l'examen de l'acuité visuelle? L'examen de l'acuité visuelle s'effectue œil par œil, c'est-à-dire à la vision monoculaire, et les deux yeux, la vision binoculaire, d'accord? De loin et de près. D'accord? Et là, on recherche l'amblyopie, bien une ambrose, c'est-à-dire c'est des pertes, ou bien une amblyopie, c'est plutôt une diminution de l'acuité visuelle sans cause individualisable, ou bien la perte totale de la vision, et ou bien une perturbation de la vision des couleurs, ce qu'on appelle la dyschromatopsie. D'accord? L'étude du champ visuel. L'étude du champ visuel s'effectue par ce qu'on appelle l'épreuve de confrontation. Cette épreuve de confrontation, on est devant le patient, la tête en face, la tête du patient, et on fait les deux doigts en face, et on essaie de bouger un doigt d'un côté et l'autre doigt du côté, et le patient en face, la tête les deux doigts en face, et le patient fixe le front à notre main bougée. Et là, on recherche plutôt le champ visuel. Si on a une amputation d'un champ visuel, on appelle ça le scotum. Si on a une hémianopsie bitemporelle, c'est-à-dire une amputation dans les régions temporales, une hémianopsie latérale homonyme et quadranopsie. D'accord? Voilà la morose, une amputation totale, un scotum du champ visuel, hémianopsie bitemporale et hémianopsie latérale homonyme gauche. Et parfois, si le quad est touché, c'est le quadranopsie. Ça, c'est une fonction de la lésion nerveuse identifiée. On a une perte totale si le nerf est touché. On a le nerf, le chiasma optique et l'épondyle optique. Au niveau du chiasma, on a un mini-optique bitemporale. Et la tête au niveau d'une banquette, en fonction de droite ou gauche, on a une mini-optique latérale homonyme. D'accord? Le fond d'œil, c'est après dilatation avec un hyperticum de l'œil, on aura une triase et on peut voir alors avec l'aide d'un ophtalmoscope le fond d'œil. Le fond d'œil, qu'est-ce qu'on recherche? La papille, on voit s'il y a ou pas une veine papillaire, ce qu'on appelle le veine papillaire, et on peut voir alors avec la papille, on voit s'il y a ou pas tendance à le fond d'œil. Le fond d'œil, qu'est-ce qu'on vérifie? Et on a la macula, comment elle se voit. Comme ça, c'est un fond d'œil qui est normal. Là, c'est un fond d'œil qui est pathologique. On voit l'œdème qui entoure la papille, l'œdème papillaire, et là, jusqu'à l'atrophie. D'accord? On a vu le nerf olfactif, les voies optiques, l'examen des voies optiques, puis les nerfs oculomoteurs. Les nerfs oculomoteurs, on a le nerf oculaire moteur commun, le nerf papillique et le nerf moteur oculaire externe. On a le nerf moteur oculaire commun, c'est plutôt une commande, il ramène l'œil en dedans et euh, mais aussi permet aussi de contrôler aussi la paupière. Dans la tête de ce nerf oculaire moteur commun, on a un ptosis qui est chute de la paupière. D'accord. À l'opposé, on a le nerf oculaire externe qui ramène l'œil en dehors. D'accord. On a l'adduction, voilà. On a l'abduction à l'intérieur. D'accord. L'abduction, c'est plutôt à l'extérieur. D'accord. Et on a le quatrième nerf pelvique, d'accord, le pathétique. Et donc, comment examiner ces nerfs oculomoteurs? Donc, à l'inspection déjà, qu'est-ce qu'on a s'il y a instradisduction? C'est plutôt quatrième nerf pelvique. À l'inspection déjà, qu'est-ce qu'on a? Un strabisme convergent en dedans ou bien divergent en dehors, une diplopie qui est la vision double. Et généralement, la diplopie, quand elle est on recherche si est monoculaire ou binoculaire, parce que l'autre, c'est d'origine pathologique, et on a le ptosis, qui est la chute de la paupière supérieure, et on commence l'examen. Et aussi l'étude de la pupille.
Les pupilles, on voit si les pupilles sont isochores, isoréactifs, c'est-à-dire s'ils sont le même diamètre et leur réponse à la lumière, elle est correcte. Déjà, on recherche ce qu'on appelle le réflexe photomoteur. C'est-à-dire quand on expose l'œil à la lumière, d'accord, normalement, on a une constriction de la pupille. Sur l'œil examiné, on appelle ça le réflexe photomoteur standard. Et quand l'autre œil fait aussi une constriction pupillaire, on appelle le réflexe photomoteur consensuel. D'accord? Mais on a aussi, on fait la poursuite oculaire, la poursuite volontaire, c'est-à-dire on demande au patient de fixer la tête, de voir d'un côté, de l'autre côté, de haut, en bas, et la poursuite automatique. C'est-à-dire qu'on demande au patient de fixer notre doigt, et on bouge notre doigt, et on voit son œil, ses deux yeux qui bougent. D'accord? Puis, on ramène le doigt vers le nez du patient, et là, c'est l'accommodation et la convergence. Ça, c'est l'étude des nerfs oculomoteurs. Là, on voit, par exemple, la pupille, ici, elle est normale, d'accord? Vous voyez, on a un ptosis, une chute de la paupière, on a une mydriase, une dilatation de la paupière. On demande au patient de regarder par là, il regarde normalement, et on demande de regarder par là, d'accord? Et là, on trouve une impossibilité de ramener son œil à l'intérieur, d'accord? Et là, c'est une atteinte du 3, d'accord? Là, ce schéma, pour vous expliquer, lors de la rotation des deux yeux d'un côté, lorsqu'on demande au patient de regarder, par exemple, latéralement, on voit que les deux yeux partent. Il n'y a pas un œil qui reste et l'autre qui part, d'accord? Et là, c'est pourquoi on a, pour comprendre ce phénomène, on a le noyau du 3, le noyau du 6. On a dit que le 3 ramène l'œil à l'intérieur et la sixième paire crânienne ramène l'œil vers l'extérieur. Donc, dans le mouvement de latéralité, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'œil d'ici, le droit externe, la sixième paire crânienne ramène l'œil de là, puis le noyau de la sixième paire crânienne envoie un signal à travers un câble vers le noyau du 3 et on lui demande de se ramener. D'accord? C'est pour ça que les yeux tournent en même temps. Et ce câble s'appelle le faisceau longitudinal médian. D'accord? Et on va voir ça dans le cours de la sclérose en plaques. Lors de son atteinte, on aura ce qu'on appelle l'ophtalmoplégie internucléaire. D'accord? On a le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, il a une branche motrice et une branche sensitive. La branche motrice, on a le muscle, différents muscles, on a le muscle temporal et masséter. Comment on les explore? On demande au patient de grincer les dents et on palpe ce côté, on voit une contraction de ce muscle, mais aussi une contraction de ce muscle-là. D'accord? Et pour la branche sensitive du nerf trijumeau, on a trois compartiments. D'accord? La branche ophtalmique, la branche maxillaire, ce qu'on appelle parfois maxillaire supérieur, maxillaire inférieur ou bien mandibulaire, et l'examen, c'est à l'aide d'un coton, par exemple. On demande au patient de fermer les yeux et on examine les deux côtés. D'accord? Côté par côté et on compare. D'accord? C'est l'examen, la cinquième paire crânienne du trijumeau. On peut aussi faire ce qu'on appelle le réflexe cornéen. Le réflexe cornéen, c'est à l'aide par exemple, d'un coton à pointu et on effleure la sclère, c'est-à-dire la partie blanche de l'œil. On demande au patient de regarder d'un côté et on effleure cette partie et qu'est-ce qu'on a? Une fermeture des yeux. Mais ce réflexe, il fait appel à deux nerfs. Lors de la réception, lorsqu'on effleure, on fait appel au trijumeau. Et lorsque la réponse du nerf, c'est le 7 qui intervient à la fermeture des yeux. C'est le nerf facial. D'accord? Et le nerf trijumeau, il est plutôt important. On a une pathologie qui en dérive de ce nerf, c'est la névralgie. Névralgie, c'est-à-dire une douleur du nerf du trijumeau. D'accord? Et cette névralgie peut être essentielle, c'est-à-dire sans cause évidente, ou bien
secondaire à une pathologie et ça atteint un étage de ces trois branches sensitives. Et on a ce qu'on appelle une zone gâchette, ça veut dire une zone qui déclenche cette douleur, d'accord? C'est souvent dans le deuxième territoire, d'accord? On a le nerf facial. Le nerf facial, comment examiner le nerf facial? Enfin, ils appellent le nerf de la mimique, d'accord? Le nerf facial, on commence de haut en bas. On demande au patient de relever ses sourcils, d'accord, pour voir les rides du front, est-ce qu'ils sont présents ou pas. On demande de fermer les yeux d'une manière énergique et forte, d'accord. Normalement, lors de la fermeture des yeux, d'accord, on ne retrouve pas de cils, d'accord, c'est la fermeture des yeux. Puis on demande au patient aussi de gonfler les joues, d'accord, de siffler, de montrer les dents, d'accord, et, euh, et aussi on a aussi deux pathologies qui en résultent. Soit qu'on aura un facial qui est normal, soit qu'on aura une paralysie faciale centrale ou bien périphérique. Là, c'est un schéma qui illustre une paralysie faciale périphérique. Dans la paralysie faciale périphérique, les deux étages sont atteints. D'accord? Il y a impossibilité de fermer les yeux avec ascension du gland en haut et en dehors, ce qu'on appelle le signe de Charles Bell. D'accord? Et impossibilité aussi d'ouvrir la bouche avec formation d'une virgule. D'accord? Disparition des rides frontaux de ce côté, d'accord? Donc ça, c'est la paralysie faciale périphérique. La paralysie faciale centrale, généralement, on a une fermeture des yeux, d'accord? Mais dans le côté paralysie, il y a persistance des cils. C'est-à-dire la fermeture des yeux ne s'effectue pas totalement. Ce qu'on appelle le signe de cils de soupe. C'est-à-dire persistance des cils. Et, et la, 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 et là, ce qui fait vraiment la différence. Mais il ne faut pas se brouiller parce que dans la récupération de la paralysie faciale centrale, on peut, dans la récupération de la paralysie faciale périphérique, on peut avoir une fermeture des yeux qui est incomplète. Mais il faut retenir ça. D'accord? Là, c'est pour expliquer pourquoi on a cette paralysie faciale centrale et périphérique. Pour la paralysie faciale, pour voir ces nerfs, on a là, c'est l'étage supérieur, l'étage inférieur. Pour l'étage supérieur, il est innervé des deux hémisphères. D'accord? Et pour l'étage inférieur, il est plutôt innervé par l'hémisphère contralatéral. Ça, c'est au niveau du noyau du septum, au niveau du tronc cérébral. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas d'atteinte périphérique? Il y a une interruption ici, en périphérie. Et donc, une atteinte des deux étages. On a vu le signe de Charles Bell et impossibilité de fermer les yeux, d'ouvrir la bouche. Et dans la paralysie faciale centrale, d'accord, quand il y a centrale, on a l'étage inférieur, d'accord, il est touché, d'accord, il ne peut pas ouvrir directement la bouche complètement. Et pour le supérieur, il est touché, mais il y a une innervation du même côté. Et donc, l'œil se ferme, mais incomplètement. D'accord? Ce qu'on aura le signe de cils de Souk. C'est clair. Donc, on a vu la septième paire crânienne, c'est le facial. Maintenant, la huitième paire crânienne, c'est la branche cochléo-vestibulaire. La cochlée, c'est plutôt responsable de l'audition, d'accord? On voit le nerf auditif et les différentes structures, d'accord? La branche auditive, on l'explore généralement à l'aide du chuchotement, le tic-tac d'une montre, d'accord? Et là, des deux côtés. Et la branche vestibulaire, où on a des vertiges, la déviation des index qu'on va voir après, d'accord? La marche en zigzag, donc c'est des étapes qu'on va effectuer après. Puis, on a l'examen des nerfs bulbaires. Les nerfs bulbaires, on a le 9e paire crânienne, le 10 et le 11 bulbaire. On pratique le réflexe du voile, c'est-à-dire à l'aide d'un abaisse-langue, et on stimule le voile qui est ici, et là, on a
ascension du voile, d'accord? C'est-à-dire une contraction. On stimule le droit, le côté, puis l'autre côté. Le réflexe nauséeux, d'accord? Avec la baisse longue aussi, quand on introduit ici, donc on a un patient qui a une nausée, veut vomir, d'accord? On voit la déglutition, si elle se fait ou là, au solide ou bien au liquide, et même l'examen de l'appareil phonatoire, d'accord? De la phonation. Ça, c'est surtout l'examen des nerfs vulvaires. On a l'examen du nerf spinal, le 11 spinal. Ça explore les deux muscles, le sternocleidomastoïdien, qui est ici, et le trapèze. Pour le sternocleidomastoïdien, on demande comme ceci, le malade de regarder de l'autre côté, mais avec une résistance de notre part, pour objectiver ce muscle. On voit s'il ressort ou pas. Et pour le trapèze, on demande au patient de hausser les épaules, ça veut dire de lever les épaules, et on voit si le muscle fonctionne bien. Et les deux côtés, bien sûr. D'accord? Puis, l'examen du nerf grand hypoglosse, c'est plutôt l'examen de la langue. La langue, plutôt à l'inspection, on voit s'il y a une amyotrophie ou pas, s'il y a une fasciculation, puis on demande au patient de bouger sa langue dans les différentes directions. Ça, c'est en globalité l'examen des nerfs crâniens. D'accord? Donc, pour l'examen du reste des appareils, on a besoin d'un marteau-réflexe, d'accord, pour l'étude des réflexes. On a besoin d'un diapason, d'accord, pour rechercher la sensibilité profonde ou la palesthésie. Pour le marteau-réflexe, on percute au niveau de l'articulation, au niveau du tendon de l'articulation pour avoir une réponse. Le diapason, on frappe ici, on donne un coup pour que ça provoque des vibrations et on met ce bout au niveau de l'os pour que le patient ressente cette vibration. D'accord? Et lorsque là, on tient la main par là, on ressent nous aussi cette vibration et le patient, on met au niveau de l'os ici et quand cette vibration diminue, c'est le patient, on en parle d'une hypopalesthésie. D'accord? On a besoin d'aiguilles, peut-être pas comme ça parce que c'est un peu pointu, d'une aiguille pour tester la douleur, du coton, d'accord, et des tubes. Des tubes, non pas pour voir pour prélever, mais un tube pour faire la chaleur, le froid et le chaud, d'accord. Donc, on va commencer par l'épreuve des membres supérieurs. On suit notre chronologie, mais là, on englobe aussi les membres inférieurs. Et en examen neurologique, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'examen de la motricité, l'examen de la coordination, l'examen de la sensibilité, d'accord? L'examen des autres comme la coordination, l'amyotrophie et les fasciculations, l'écran. Donc, on commence par la motricité. La motricité, on teste ce qu'on appelle la force musculaire. On a l'épreuve de Barré au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire l'épreuve des bras tendus en avant. Lorsqu'il y a un déficit ça descend. Et l'épreuve de Migazzini aux membres inférieurs, d'accord? C'est les jambes fléchies. Lorsqu'on a un déficit, le membre déficitaire descend. D'accord? Et on a besoin, surtout dans les interpériphériques, de faire ce qu'on appelle le testing, avec un G ici, musculaire. Le testing musculaire s'effectue, on a 0 contraction musculaire et 5, c'est de 0 à 5, 5 une contraction normale pour tester chaque muscle séparément pour qu'on voit la zone. Par exemple, si on voit un déficit qui est plus normal, donc on fait un testing musculaire différent muscles qui sont proximaux pour voir la connexion musculaire, pour voir la région la plus touchée. On recherche aussi l'amyotrophie, d'accord? C'est l'unité musculaire, la condition idiomusculaire, c'est-à-dire lorsqu'on percute un muscle, on voit une réponse musculaire, par exemple les mollets ou bien quoi. Lorsqu'on les percute, on a normalement une petite réponse. C'est ça, la contraction idiomusculaire. On parle dans les pathologies myogènes. Et les fasciculations, c'est des petites secousses musculaires qu'on peut voir soit autrisantes, c'est-à-dire c'est des petites secousses musculaires, ou bien provoquées par une chiton. C'est-à-dire lorsqu'on frappe cette partie du corps, musculaire du corps, on a
et les fasciculations, c'est des types de secousses musculaires. Si les trompes, c'est des contractions musculaires qui sont douloureuses. Donc, le tonus, l'examen du tonus. Donc, on a vu l'examen de la motricité, le tonus musculaire. Bon, pour résumer l'examen de la motricité, la sensibilité, le tonus, les réflexes, d'accord? Et la coordination aussi. Ça, c'est 5 parties, il faut le connaître dans l'examen, ne pas les oublier dans les étapes de notre examen. Donc, pour le tonus musculaire, c'est la résistance qu'oppose surtout un membre lors de sa mobilisation passive. Le tonus, on peut retrouver un tonus normal, d'accord? Un tonus qui est diminué, on parle d'hypotonie, d'accord? Elle se voit surtout dans les atteintes périphériques, notamment neurogènes, mais elle peut se voir aussi dans les atteintes postérieures et l'hypertonie. L'hypertonie, c'est l'augmentation du tonus. Là, l'hypertonie, c'est deux types d'hypertonie. On a l'hypertonie spastique, ce qu'on la voit dans l'atteinte pyramidale, et l'hypertonie plastique, d'accord, dans l'atteinte extra-pyramidale. On a aussi l'étude des réflexes, d'accord? Et les réflexes, on a plusieurs types de réflexes. Les plus importants, on a dit, pour rechercher un réflexe, il faut percuter le tendon d'un muscle pour avoir une réponse. On a le réflexe et les réflexes, on fait des réflexes pour localiser leur niveau lésionnel. Par exemple, le bicipital, à niveau C5, le tricipital, le stylo-radial, le cuvito-pronateur, membre inférieur, rotulien, comme vous le voyez ici, L3, le L5, S1. Pour le réflexe cutanéo-plantaire, il est très important parce qu'on doit le rejeter à l'aide d'une pointe de mousse et on effleurte l'extrémité de la jambe de la partie inférieure vers le gros orteil. D'accord? Et là, normalement, on a une flexion des orteils. Lorsqu'on a une expansion lente et majestueuse du gros orteil, ce qu'on appelle le signe de Babinski. Et ce signe de Babinski, il est pathognomonique d'une atteinte pyramidale. D'accord? Lors de ces réflexes, on peut trouver des réflexes qui sont normaux, ou bien hyporéflexie, ou bien aréflexie, une diminution ou une abolition des réflexes postérieur-tendineux, d'accord? Et ce qu'on voit, les voir dans les atteintes plutôt périphériques, notamment neurogènes, mais aussi dans la phase aiguë de l'atteinte pyramidale. Puis, on a des réflexes qui peuvent être vifs dans certaines pathologies, chez les anxieux des fois, et plutôt, c'est-à-dire augmentation, diffus, élargissement de la zone flexogène, d'accord? Et polycinétique, c'est-à-dire pour une seule stimulation, on a plusieurs réponses. Et là, elle peut se voir aussi dans la phase bêta de l'atteinte pyramidale, d'accord? Et on a la coordination. La coordination, c'est l'épreuve, on teste l'épreuve de coordination ou bien la fonction cérébelleuse, l'épreuve la plus importante. Il y a plusieurs épreuves, mais l'épreuve la plus importante, c'est l'épreuve douanier. On demande au patient de ramener son doigt, du doigt de l'examinateur par exemple, au bout du nez. D'accord? Et là, au membre supérieur et au membre inférieur, on demande au patient de ramener son talon au niveau du genou contralatéral, puis le descendre, le lever et faire ces manœuvres plusieurs fois. Là, qu'est-ce qu'on peut retrouver en cas d'atteinte de trouble de la coordination? On peut retrouver une dysmétrie, c'est-à-dire lorsque le malade fait l'épreuve douanier, c'est-à-dire on retrouve soit un crochetage à la fin, ou bien perd sur son but, d'accord? On appelle ça la dysmétrie. On peut avoir une incoordination, ça dans l'espace. On peut avoir une incoordination dans le temps, c'est-à-dire une dyschronométrie, c'est-à-dire lorsqu'on met cette épreuve douanier au niveau des deux membres, on voit qu'un membre, il est plus rapide ou bien lent par rapport à l'autre, donc chrono, c'est-à-dire qu'on a une dyschronométrie. Parfois, lorsqu'on fait l'épreuve de perturbation la diadococynésie, d'accord? On recherche aussi parfois l'apparition de certains mouvements lorsqu'on fait l'épreuve
Pour l'épreuve de la coordination, il y a d'autres épreuves. Et là, c'est plutôt dans les atteintes cérébelleuses qu'on peut approfondir cet examen. Par exemple, lors de la station debout, qu'on pourra la voir après, lorsque la marche en aveugle, qu'on va la discuter après, lors de la station debout et la marche. L'examen du tronc. On voit l'ampliation thoracique, si elle se fait normalement, la contraction abdominale, lorsque le patient est couché, on le demande de s'asseoir contre une résistance de notre part, et on recherche aussi des réflexes cutanéo-abdominaux. On a des réflexes cutanéo-abdominaux supérieurs, des 6 P7 moyens et inférieurs, à l'aide d'une pointe assez douce, extérieure en direction à l'ombilique. Normalement, on a le centre abdominal qui vient en avant. Et ce réflexe, il est vraiment abouti dans la pyramide. Mais attention à ne pas le retrouver chez les patients obèses ou bien chez les patients, il y a la femme qui a subi une césarienne ou bien une intervention chirurgicale. D'accord? Mais aussi, on recherche aussi les troubles vésico-sphinctériens s'il existe. D'accord? Puis on passe à l'examen de la sensibilité. L'examen de la sensibilité, généralement, on le laisse en dernier. Parce que l'examen neurologique d'un patient, il faut que le patient soit tout d'abord déshabillé pour pouvoir regarder les muscles, pour pouvoir l'examiner à l'aise. Et pour ne pas le gêner, on laisse l'examen de la sensibilité en dernier, parce que ça nécessite une fermeture des yeux, une coopération des malades, du patient. Donc, on a la sensibilité subjective qu'on retrouve, on la recherche plutôt dans l'interrogatoire, la topographie, le type, la durée, les facteurs déclenchants ou sédatifs, d'accord? Et dans notre examen, on recherche la sensibilité objective. Donc, on fait l'examen de la sensibilité superficielle. Cet examen de la sensibilité superficielle, il est un examen tactile avec une pointe mousse, d'une pointe du coton, douloureuse avec une pointe, et thermique, le froid et le chaud. Comment on le fait? On recherche pour l'examen des dermatomes de chaque côté ou d'autre de l'organisme, par exemple au niveau du bras droit, puis le bras gauche, avant-bras droit, gauche, au niveau du territoire donné. Au niveau du tronc, par exemple, on fait différentes étages, d'accord? À droite, gauche, puis on descend progressivement jusqu'à l'apparition ou pas du trouble, d'accord? Et là, au niveau du tronc, le patient dit qu'il ne ressent pas au-dessous de la sensibilité, on parle d'un niveau sensitif, d'accord? Et l'examen de la sensibilité profonde, on peut la rechercher soit à l'aide d'un diapason, d'accord, ce qu'on appelle la palesthésie, d'accord, au niveau des pointes articulaires, et on trouve une hypo ou une apalesthésie, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle au niveau, par exemple, au niveau orteil, on demande au patient de prendre un orteil, on lui demande s'il est haut ou en bas, le sens positionnel des orteils ou bien le sens positionnel des doigts, d'accord, mais aussi le doigt chercheur, le doigt cherché, d'accord? Et la sensibilité complexe, c'est qu'on dessine au niveau du membre du patient des cercles, des triangles, d'accord? De la pathologie qu'on recherche. Et puis, on passe à l'examen de la station debout, la station, d'accord? Les pieds joints. On demande au patient de ramener ses pieds et on retrouve une des jeux, la danse des tendons, ça veut dire là, on est confronté plutôt à une atteinte sérieuse. D'accord? On demande au patient, d'une part, de faire une station de vue normale, la fermeture des yeux. Si à la fermeture des yeux, on a une aggravation des symptômes, c'est-à-dire là, on est dans le coordonnat postérieur. D'accord? L'épreuve des index. L'épreuve des index, c'est-à-dire le patient est devant nous, les bras tendus en avant. Là, l'épreuve des index, on recherche par exemple s'il y a une déviation latérale d'un côté ou de l'autre, on appelle des atteintes vestibulaires plutôt périphériques, d'accord? S'il n'y a pas, elle n'est pas systématisée, on a une atteinte vestibulaire plutôt centrale. On demande au patient, par exemple, de marcher sur place s'il y a une déviation ou pas. Ça, c'est plutôt pour les atteintes vestibulaires. On demande au patient de s'accroupir, l'accroupissement. Donc,
À l'accroupissement, il y a un décollement du talon. Ça, c'est la norme. Lors de l'absence d'accroupissement, ce qu'on appelle le site de Gobsevich, qui est spécifique plutôt de l'atteinte cérébelleuse. Et aussi, lorsque le patient est allongé au lit et on lui demande de passer de la position couchée vers la position assise, il ne peut pas le faire. Il lève les jambes en haut et les mains en haut, ce qu'on appelle la synergie. D'accord? Et on retrouve aussi dans l'atteinte cérébelleuse. Là, c'est l'épreuve des index. D'accord? Et l'accroupissement, lorsque l'absence de décollement du talon a l'accroupissement. C'est plutôt un signe d'atteinte cérébelleuse. Donc, l'examen de la marche. L'examen de la marche. On a plusieurs examens qu'on peut effectuer aux patients. On a type de marche, on a la marche en fauchage, d'accord? C'est-à-dire le patient traîne son hémicorps, c'est-à-dire on se retrouve plutôt dans les atteintes pyramidales, plutôt dans les atteintes comme les accidents vasculaires cérébraux. On a une démarche en fauchage, une démarche en stépage, lorsqu'on a un déficit distal d'un membre inférieur, c'est-à-dire le patient ne peut pas lever son pied, d'accord, et il se retrouve dans les atteintes neurogènes. La démarche dandinante ou bien en canard, c'est-à-dire le bassin en avant et le thorax en arrière, plutôt dans l'atteinte myogène. La démarche talonnante, c'est-à-dire le patient lève son pied brutalement et retombe sur le talon. On la retrouve plutôt dans les atteintes cordonales postérieures et la démarche en zigzag plutôt dans les atteintes cérébelleuses. Et j'ai oublié la démarche ébrieuse, c'est pour les atteintes cérébelleuses, c'est comme un homme ivre marche. D'accord? La marche sur la pointe des pieds, la marche sur la pointe des pieds, l'atteinte de cette, la difficulté de faire cette marche sur la pointe des pieds, ça signe une atteinte plutôt du sciatique oblique interne au niveau du S1. La marche du talon, ça veut dire qu'il peut lécher une flexion dorsale, ça veut dire l'atteinte signe une atteinte du jambier antérieur, c'est-à-dire du sciatique oblique externe du L5. Marche en tandem, c'est-à-dire un pied collé, il peut marcher, c'est normal, il ne peut pas faire cette marche, c'est-à-dire on a une atteinte devant un syndrome plutôt cérébelleux avec une tendance à la chute, et la démarche en aveugle. On peut faire une démarche en aveugle, c'est-à-dire on demande au patient de fermer les yeux, de faire 3 pas en avant, puis 3 pas en arrière, et on répète cette manœuvre, et lors de la répétition de cette manœuvre, on peut voir une déviation d'un côté ou de l'autre, ici une atteinte vestibulaire plutôt périphérique vers le côté de la lésion. D'accord? Ça, c'est plutôt les différentes épreuves importantes. Puis, on a un examen de la colonne vertébrale, le cytose d'une scoliose, d'une malformation, d'accord? Parce que l'inspection, c'est un temps très capital comme examen aussi. Et l'examen aussi des autres appareils, que ce soit cardio-respiratoire, pulmonaire, orthopédique, gynécologique, digestif, parce que le système nerveux, un bon doit connaître différentes pathologies, pour pas, parce que l'être humain et les différentes structures de l'humain, elles sont reliées entre eux. On va retrouver qu'un système qui est détaché de l'autre, et parfois un système provoque l'atteinte de l'autre système. C'est pour ça qu'il est important de voir une vision globale sur les différents organes du corps. D'accord? Et là, on doit, après avoir effectué notre examen neurologique, un résumé. D'accord? Un résumé, ça veut dire un regroupement syndromique. C'est-à-dire, lors de notre examen, on retrouve tel syndrome, tel syndrome, tel syndrome, tel syndrome. C'est OK. Et puis après, on a besoin d'avoir un diagnostic topographique. Topographique, ça veut dire on a par exemple une lésion qui est médulaire. OK, lésion médulaire, mais à quel niveau aussi? Au niveau cervical, parce qu'on a une tétraplégie, des réflexes qui sont vifs, niveau sensitif, c'est comme ça veut dire un diagnostic topographique précis. Mais pourquoi? Pour une exploration
spécifiques. On demande, par exemple, on ne demande pas un EMG ici, la région cervicale, on ne demande pas une IRM cérébrale, mais on demande une IRM ou bien une IRM médulaire centrée sur la région cervicale. Et puis après, on diagnostique étiologique en fonction de toutes les données, on recherche pourquoi. Le diagnostic étiologique, est-ce qu'on a une atteinte métabolique? Est-ce qu'on a une atteinte inflammatoire? Est-ce qu'on a une atteinte tumorale? Est-ce qu'on a une atteinte vasculaire? Mais pourquoi? Pour un traitement qui sera adapté à cette pathologie. Et donc, l'essentiel, on a dit que peut-être j'ai pas cité tout ce qui concerne l'examen neurologique, parce qu'on peut rester très longtemps dans cet examen, mais il faut avoir en fait les lignes les plus importantes. Et puis, l'étoffer après. Parfois, le patient vient et on suspecte une atteinte, par exemple une atteinte cérébelleuse par exemple, on se focalise surtout sur les différentes manœuvres qui explorent la voie cérébelleuse plus que les autres voies. D'accord? Et on fait notre examen neurologique et on suit le schéma ou bien les suites qu'on a vues tout à l'heure. D'accord? Et je vous remercie.